Bonjour YouTube. Donc on va parler un peu du musée des sciences naturelles d'Angers parce que le mercredi 29 juillet, voilà, je m'y suis rendu. Notamment parce que je voulais déposer un CV et une lettre de motivation pour préparer mon dossier pour reprendre des études et aller notamment faire un master en paléontologie. Hey coucou, c'est Jigsaw du montage. Donc la rediffusion que vous voyez en fait elle date du 31 juillet et entre temps il s'est passé des nouvelles plutôt cool. Je suis pris pour le stage au musée des sciences naturelles d'Angers. Donc voilà, en fait, du 2 au 27 novembre, je vais faire mon stage là-bas. Enfin, il manque juste encore la convention, mais ça, c'est France Travail, donc c'est long. Mais sinon, côté musée, ils veulent bien de moi, donc ça, c'est cool. En plus, il y aura de la médiation à faire auprès des scolaires. Je vais aussi aller un petit peu dans la zone conservation avec les fossiles. Ils ont des contacts aussi en plus avec le master de Rennes, là où je veux aller pour faire paléontologie. Donc trop chouette, voilà, c'était pour la petite information. Et du coup, bah, c'est mieux si j'ai des expériences, bah, c'est même marqué sur le site, c'est mieux pour le dossier. J'ai besoin aussi de toute manière d'une lettre de recommandation. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire un stage. Pourquoi au musée d'Angers? Le musée de Nantes, bien sûr, ça aurait été plus pratique d'un point de vue logistique. Il est fermé jusqu'en 2030, peut-être 2029 en vrai, mais je sais pas exactement quand en 2029. Et s'il y a des retards, ça va probablement être 2030. Donc bon, disons que, admettons, j'ai de la chance, je me fais prendre du premier coup en master. J'ai le temps de finir mes études, que le musée il sera pas ouvert. Ou à peine. Donc on va pas compter là-dessus pour avoir une expérience. Alors, en musée proche de chez moi, bah, le plus proche c'est Angers. Il y avait un musée d'histoire naturelle aussi au Mans, parce que j'ai voulu regarder un peu. Sauf que, enfin, les informations que j'ai eues, c'est qu'il est fermé depuis l'an dernier. Mais genre, c'est pas fermé pour travaux, ça a l'air définitif. Genre, le Mans ont fermé pas mal de musées, donc ça c'est dommage. C'est vraiment triste, un musée qui ferme, bah, surtout d'histoire naturelle. Genre, voilà, l'accès à l'information, à la science pour le grand public. Donc voilà, j'ai visité le musée l'après-midi. Alors, ils ont pas pris mon CV parce que c'est pas les gens à l'accueil qui gèrent ça. Donc, on m'a donné un mail sur lequel déposer. Donc, j'ai écrit un mail, j'ai fait mon mail hier. Donc, j'espère que ça donnera quelque chose. Coucou Ammonite. Oui, effectivement, il y a une ammonite là du Jurassique. Là, voilà, c'était la partie bah, dans l'accueil du musée. Voilà, on a un trilobite. Alors, on voit pas très bien là sur la photo. En plus, enfin, il y a le reflet et tout. Mais vous pouvez certainement vous demander, bah dis donc, il est pas un peu plat ce trilobite, pourquoi? C'est dans un schiste, donc à la base. Oh, attendez, bah, je vais profiter du fait que là j'ai mon iPad. Je vais faire des schémas là sur Procreate. Vas-y, on va faire un schéma rapide. On va pas le garder. Hop. On va se mettre avec un crayon noir. On va se mettre avec un bic. Ça va être bien ça, le crayon bic. Hop, voilà, je vais vous faire des petits schémas rapides là pour expliquer. Hop, je vais regarder après avec le soleil pour pas me faire bully. Donc, en gros, attendez, je vais mettre mon gant aussi. Je vais commencer à baisser un peu plus le volet. C'est pour ça en fait que c'est décousu aussi, même les rediffs et les lives. Je me fais bully par le soleil. Alors, là pour l'instant il n'y a pas de trilo... oui, là pour l'instant, oui, c'est une image blanche. Et d'ailleurs, si Héron est toujours là en parlant de trilobite, parce que oui, j'ai vu que Héron m'a répondu hier soir, vu que j'étais en train de lancer le live, j'ai pas encore répondu. Mais enfin, en vrai, enfin, je serais un peu chaud quand même pour aller faire un truc genre dessiner des trilobites psychédéliques. Genre faire un petit lot de trilobites. Et bah en fait, si j'en fais en couleur, bah en termes d'effort et de temps, ça me coûtera rien de plus
Ça me coûtera rien de plus en fait de te fournir aussi une version juste avec le line pour voir ce qu'est le mieux pour faire une impression sur t-shirt avec la technique du transfert. Donc, alors je vous remets un peu l'image. Là vous avez l'image avec le trilobite, vous pouvez le distinguer. Là vous avez les yeux, là, ici. Là vous avez le céphalon. J'ai oublié un petit peu le nom de l'anatomie, toutes les parties du trilobite. On va aller regarder un peu ça. Hop. Alors oui, c'est une ardoise, ça c'est un schiste. Mais justement, j'y viens. J'essaye d'expliquer. Voilà donc. Le céphalon avec la glabelle, les yeux, le thorax, la pointe caudale, les segments et le pygidium. Ok. C'est bon, j'ai... Hop, ça c'était mon gorgonops. Voilà. Donc je me remets là. Donc... Voilà, donc vous avez... Ouais, ça va le faire. Ok, donc vous avez, hop, votre trilobite. Voilà, bon, il est pas stable mon iPad, hein, je dessine un petit peu là vite fait. Je vais prendre un meilleur crayon d'ailleurs. Un meilleur crayon, tout est relatif. Enfin, un crayon un petit peu plus épais. Donc voilà, hop, vous avez hop, ses yeux. Donc, hop, on va faire le thorax avec la queue. Hop. Donc, vous avez votre trilobite. Donc, il meurt. Donc, il se retrouve enfui là dans du sédiment. Et donc, au début, il est en 3D. Ça, y a pas de problème. Hop. Et il se retrouve donc dans des couches d'argile. Notamment, il se retrouve enfui là sous de l'argile. Donc je vais vous faire une vue en coupe. Voilà, vous avez là une petite vue en coupe. Hop, donc là on va le mettre de profil. Hop, vous avez, voilà, votre trilobite, hop, son œil. Voilà, ça c'est votre trilobite. Voilà, le trilobite, il est genre là, ici. Hop. Là, voilà, c'est le trilobite. Et ici, c'est de l'argile, tout ça. Donc ça va être compacté. Ça va former dans un premier temps de l'argilite. Mais du coup, pour faire du schiste, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qu'on va appeler du métamorphisme. Donc le métamorphisme, c'est une transformation des roches qui est liée à un enfouissement profond. Donc en fait, les roches sont soumises à des conditions de température plus de pression extrême. Donc en gros, ça va, voilà, ça va l'écraser. Voilà, hop, on va se mettre en freeform. Et là, votre trilobite, voilà. Voilà ce qui va lui arriver pour former du schiste. Là, vous voyez, genre ça c'est, hop, comme il était avant dans l'argile. Et la roche, en fait, dans laquelle il y a le fossile, va se faire écraser. Et dans le schiste notamment, en fait, on remarque ce qu'on va appeler des schistosités. C'est ce qui était avant les différentes successions de couches d'argile. Et voilà, en fait, ça s'est fait compacter. C'est de l'argile genre qui est compactée à l'extrême plus qui a été chauffée. Donc c'est pour ça qu'il est tout plat. Voilà, j'espère que c'est clair, n'hésitez pas, ouais. Pauvre trilobite. Oui, il s'est fait bien écraser. Et il y en a plusieurs des fossiles un petit peu comme ça. Voilà, c'est lié au métamorphisme. C'est peut-être pas les meilleurs fossiles pour étudier un peu l'animal pour les paléontologues. Je pense qu'on peut pas dire que c'est ce qui est le mieux conservé. On les voit un petit peu, c'est comme s'il était imprimé dedans, mais il a été écrasé. Vous pouvez même voir la déformation. Oui, en fait, ça induit une déformation sur les fossiles. Donc ouais, c'est un peu plus dur pour les étudier après, parce qu'on n'a pas la forme comme il était. Genre là, vous voyez qu'il a été étiré. Genre, il est aplati.
il est raplapla quoi, le trilobite. Ah oui, joli héron aussi. T'es là, mais faut que tu te tires dans pas longtemps. Quelqu'un y connaît comment faire des t-shirts stylés en mixant du tie-dye et des dessins de trilobite d'une manière ou d'une autre. Oui, parce que la technique, mais je pense que la technique du transfert, en vrai, c'est pas forcément un mal. Ce qui serait bien, ce serait de faire des tests avant. Bah rien que pour savoir, genre quand tu imprimes sur ton papier, est-ce que t'as le blanc du papier avec? Parce que si t'as le blanc du papier avec, bah enfin autant faire direct les trilobites en couleur. Parce que sinon tu vas gâcher un petit peu ton truc. C'est vraiment horrible en fait, pourquoi on regarde ça? Ça se passe sur des milliers, voire des millions d'années. Hein. Ça se passe sur des millions d'années très lentement. Et il est mort avant. Voilà, donc là, voilà, nous avons une ammonite du Jurassique. Une plante fossile ici, donc ça c'est pareil, dans un schiste ardoisier, donc bien écrasé. Hop, alors là, empreinte de végétaux, il y a marqué. Date carbonifère. Voilà. Des météorites. J'aimais bien la forme de celle-là. Au coup, je m'y connais un petit peu moins parce que c'est pas en L1 qu'on allait beaucoup étudier ça. On a fait une introduction vite fait, mais j'ai plus beaucoup de souvenirs. Voilà, ça s'appelle. Celle-là, c'est une marcassie qui a écrit. Ah non, c'est pas une météorite, ok, c'est bon, j'ai dit des bêtises, c'était affiché avec les météorites. Voilà, comme toi, il faut lire les petits panneaux. Bon, après, t'as pas le temps de tout lire dans un musée, il y a trop de trucs. J'ai lu beaucoup, genre dans la galerie de paléontologie surtout, c'est là où j'ai passé le plus de temps. C'est un nodule de marcassite, une espèce de minéral d'origine terrestre composé de sulfure de fer. C'est intéressant que ça fasse une forme comme ça. En tout cas, il était exposé avec toutes les météorites partout. Là, celle-là, ça en est une si je dis pas de bêtises, ouais. Météorite de Saint-Aubin. Vous avez vu la taille? Vous avez vu la taille? Alors oui, il n'y a pas trop d'indices d'échelle ici, à part vous pouvez voir à peu près avec le carreau et la pancarte. Faut savoir qu'une météorite, quand elle entre dans l'atmosphère, elle diminue quand même grandement en taille parce qu'elle elle entre en combustion. Et donc, vous imaginez la taille du truc à l'origine qui est rentré dans l'atmosphère. Et surtout, ça s'est écrasé au sol. Vous imaginez l'impact derrière. Elle date de quand? Elle remonte à 55 000 ans. 40 000 ans. À l'échelle géologique, c'est peu. Elle s'est retrouvée par un agriculteur en labourant son champ. Un fragment de 65 kg. Pas moins de 123 points d'impact sont identifiés pour une masse totale récupérée proche de 7 tonnes. Saint-Aubin représente la plus importante chute sur notre territoire. Ouais, donc c'est même pas genre la météorite. Ou alors il y a eu plusieurs météorites. Pourquoi on regarde ça? Parce qu'on aime les cimetières. Ça y est, ça... Oh non, ça part en satanisme à cause des trilobites. Non mais ça reste dans l'ambiance de la trilobite party chez Héron. Hein. Voilà. Allez voir chez Héron si vous savez pas ce que c'est la trilobite party. En vrai, voilà, moi en soi, je serais pas contre me dire de faire une commission pour Héron et de me mettre à faire un stream où on dessine des trilobites psychés avec des bouts de playlist des musiques de trilobites de Héron. Je mettrais pas tout parce qu'il y en a que j'étais moins fan. Mais il y en avait certaines qui étaient assez sympas. Hein. Genre pourquoi pas co-streamer avec Héron en même temps pour faire une trilobite party. La trilobite party, elle était PG-13 et bonne ambiance. Et là, on arrive, voilà. Donc on est accueilli. Ça, c'est pas des fossiles. Hein. Voilà, c'est des squelettes. Alors, il y a un okapi et... Je crois que c'est un cheval, lui. Ouais, c'est un cheval. Et là, bon, on est dans le contre-jour, donc on voit rien. C'est vrai que c'est pas fou, mais voilà, comprendre un petit peu le squelette des animaux actuels, justement, c'est ce qu'on appelle l'anatomie comparée. Ça permet un petit peu de voir le lien entre leur squelette, leur forme, quand ils sont vivants, l'insertion des muscles et tout. Et ce qu'on remarque aussi, notamment chez les mammifères, genre là, nous avons un cheval.
On voit pas de traces d'à quoi ressemblent ses oreilles, alors que pourtant il en a des oreilles. C'est pareil, là on a un trou ici, c'est pour son nez. Il y a ses naseaux après qui vont être là. Oh, le contre-jour par contre, ouais, on voit pas très bien là-dessus. Et là on voit notamment avec les poils et tout, sa queue elle paraît plus longue par rapport à son squelette. Là ici vous avez une bosse. Ça c'est pour... ça marque des insertions de muscles assez puissants par là. C'est musclé un cheval. Et là, nous avons un okapi. Et en plus il y a la photo à côté. Et là pour le coup c'est là où on se dit la limite dans le paléo art et la reconstruction des animaux. Alors surtout qu'on va être sur le cénozoïque avec les mammifères préhistoriques. C'est qu'on a sur les os on n'a aucune trace de la forme de l'oreille. Mais par rapport à ce qui va être reptile, on sait que c'est, enfin il y a une forme extérieure à l'oreille. On n'est pas juste sur une oreille interne. Donc on sait qu'il y a une forme, donc faut la représenter en paléo art, mais voilà, ça va être soumis à l'interprétation libre. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller on va aller regarder des animaux des animaux actuels sur les formes d'oreilles et on va s'en inspirer. Pourquoi un okapi? Bah il y a un okapi. J'ai pas d'informations à dire. Alors pourquoi le nom okapi? Attends, on peut zoomer parce qu'on a les informations, on arrive à les lire là. Alors, le terme okapi vient d'une langue d'Afrique occidentale qui, pour désigner l'animal, utilise le mot oapi. Voilà héron. C'est pour ça qu'il s'appelle okapi. Qui est plus proche des girafes que des zèbres d'ailleurs, on voit avec. Bah on voit pas ici parce que c'est flou. Mais il a des sortes de petites cornes un petit peu sur sa tête, de kératine, qu'on ne voit pas d'ailleurs sur le squelette. Alors ça, pourquoi je l'ai pris en photo? Ah oui, oui, c'est parce que dans mes études, à un moment donné, j'ai eu un herbier à faire, sauf qu'on nous demandait de faire un herbier avant de nous apprendre comment il fallait faire un herbier. D'ailleurs, on nous a jamais appris comment il fallait faire un herbier. C'était libre. Et bah, si j'avais eu cette information avant, enfin c'est plutôt en voyant je recommence censé être fait un herbier que je comprends pourquoi j'ai eu 6 sur 20 au mien. J'étais pas très soigneux. Mais après en même temps je vivais dans un 9 mètres carrés donc j'avais pas la place de pouvoir bien étaler les échantillons et tout. J'avais pas les conditions pour. Mais même sur les languettes, genre j'arrivais pas à faire des fines lamelles comme ça. Genre c'était des gros pâtés mon truc. Ah voilà une plante fossile, un conifère fossile. Là on arrive quand même à voir un petit peu là les aiguilles. Voilà, et du bois fossile. Donc bois silifié, donc et du coup en gros lors de la fossilisation, bah, la matière organique elle va se faire minéraliser, donc en gros enfin chaque atome va se faire remplacer. Et du coup après au lieu d'avoir de la matière organique on a de la matière minérale. Et du coup là en l'occurrence ça a été remplacé par de la silice. Mais on a toujours la forme, voilà, qui reste. Voilà. Les fougères. Voilà, des fougères fossiles. Et là un tronc, enfin pas un tronc en stipe. C'est pas la même chose. Voilà, merci les chats pour la fougère. Voilà, d'une fougère arborescente. On voit comment c'est un peu à l'intérieur là. On voit un peu mieux même là sur cette photo. Et voilà donc les fougères arborescentes et même les palmiers aussi actuellement. Les palmiers c'est pas des arbres. C'est la même chose en fait, c'est un stipe. Donc c'est comme la tige d'un brin d'herbe un peu ou de n'importe quelle plante un peu basse. Alors c'est juste une tige très grosse. Ah oui, c'est pourquoi j'ai pris en photo, parce que j'ai pensé à héron et je trouvais ça un peu marrant. Comment c'était, genre t'as le héron qui bouffe tout. Le héron il bouffe tous les temps. Après je crois que le héron n'a pas vraiment de prédateur naturel.
Ok, là on est sur des os de cétacés là. Et donc c'est surligné en rouge là, à quel endroit c'est. Voilà, on est au niveau de la mâchoire de la baleine. Et surtout aussi d'autres trucs intéressants, genre avec le squelette et la silhouette. Voilà, c'est là où tu dis sur ce genre d'animaux là, pour reconstruire en paléo art et tout, ça va être assez complexe. Parce que là on commence à avoir des animaux, il y a beaucoup de chair, beaucoup de graisse aussi stockée. Je suis resté plus d'1 heure devant cet endroit là. Avec les dinosaures. Et fun fact, à un moment donné, il y avait des personnes qui étaient devant, notamment en train de se poser la question sur la bipédie des dinosaures. Donc il y avait une dame avec son fils qui était en train de se demander, justement avec l'ornithichien ici, elle était en train de dire, c'est bizarre un peu, ils l'ont représenté en quadrupède, mais il a un petit peu une physionomie d'animaux bipèdes. Et ça, je me suis initié comme ça un peu dans la conversation, en expliquant que les ornithichiens, enfin, ils pouvaient autant se déplacer de manière quadrupède que bipède. Après, je me suis embarqué sur l'étymologie des saurichiens et des ornithichiens et du fait que bah, ça crée justement une confusion. Et que c'était parce qu'en fait, ornithichien, ça veut littéralement dire à bassin d'oiseaux. Et saurichien à bassin de lézard. Sauf que les oiseaux, bah, ils sont des saurichiens en fait. Enfin, on les retrouve dans les saurichiens avec les théropodes. Et c'est parce que quand les noms ont été attribués, bah c'était avant qu'on se rende compte que les oiseaux sont des dinosaures. Et c'était notamment lié à une analyse de leur bassin. Donc hop, je vais reprendre mon iPad. Oula. Voilà, je vais effacer ce que j'ai fait. Donc, je reprends mon stylet. Donc avec notamment au niveau des os sur le bassin. Donc là, vous avez voilà, l'ilion. Donc ici, vous avez l'ichion. Et là, vous avez le pubis. Et là, je viens de représenter donc là un bassin de saurichien. Parce que voilà, les lézards du coup ont un bassin comme ça où le pubis et l'ichion ne vont pas dans la même direction. Et pour un bassin d'ornithichien, donc bassin type oiseau, vous avez un truc plutôt comme ça. Voilà, vous avez l'ichion et le pubis qui vont dans la même direction. Donc c'est qu'on observe chez les saurichiens, donc théropodes avec les oiseaux, un changement d'orientation du pubis qui est apparu après. Alors surtout après chez les oiseaux, c'est vrai qu'ils ont un bassin assez particulier, on a des... c'est un petit peu soudé. Hop. J'essaie de vous montrer sur des images. Alors c'est pas ce que je voulais. Bon, c'est souvent des pigeons qu'on nous met, tiens. Hop. Ah, on voit rien. Je vais vous montrer une image, là, on voit un peu mieux le bassin de l'oiseau. On le voit un peu, là. Hop. Une image dans un nouvel onglet. On verra pas plus. Enfin, surtout qu'on a des os aussi en plus, avec le bréchet notamment. Alors, où est-ce qu'on... Ah, d'accord, ça va être là. Voilà, je vais zoomer ici. Ok, bon, c'est un peu flou. Alors, vous avez l'ichion et le pubis, en fait, qui sont soudés entre eux, là. Et ils sont dans la même direction. Et je vais essayer de vous trouver aussi d'autres trucs. Ornithichien, saurichien. Regardez notamment avec le bassin. Là, voilà, c'est un peu ce que je vous ai montré, c'est le même schéma. C'est le même schéma un peu. Voilà. Donc oui, j'étais en train d'expliquer tout ça.
Et c'est là où, enfin, à un moment donné, je me suis excusé quand même parce que j'étais en mode non, c'est pas très poli de ma part, je viens de m'initier dans une conversation. Mais en fait, ça a pas dérangé la dame, en fait, elle était plutôt intéressée. Voilà, que j'aille lui parler de ça. Et c'est là aussi où je me suis dit dans ma tête, mais il faut qu'ils me prennent, hein, ce musée-là, pour faire un stage ou un bénévolat. Genre, je suis juste là en tant que visiteur et ça y est, je me mets à faire de la pédagogie auprès du public. Genre de manière instinctive. Voilà, tiens, ah, voilà, premier dessin. Ah, tiens, je vais reprendre l'iPad. Donc là, on est sur le Cénozoïque, voilà, le premier dessin. Donc voilà, avec un crâne de Paléotherium crassum. Celui-là, j'ai pas non plus passé trop de temps dessus. J'ai essayé de dessiner. Bon, alors là, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment trop d'ombre et de lumière. Sur toute la succession de dessins, j'ai essayé de faire des dessins plutôt naturalistes. Alors, bah, un peu pour m'entraîner en fait. C'est ça, j'ai voulu m'entraîner, voilà, faire du paléo art sans l'iPad, genre en tradi. Ouais, c'était un petit peu ma session d'entraînement dans ce musée. Vous allez regarder tout, j'ai passé du temps dans la galerie. Et donc voilà, j'ai essayé de refaire un petit peu le crâne. Bon, j'ai encore quelques défauts parce que vous allez voir après quand je vais vous montrer, un petit peu la photo. Je l'ai un petit peu écrasé sans le faire exprès dans mon dessin. Après, j'ai essayé de faire une restitution comme ça, comme j'imaginais. Avec l'information qu'il y avait du petit carton et ce que j'avais sous les yeux. Donc on va justement aller avoir le verdict et vérifier avec d'autres paléo-art à quoi ressemble le paléotherium. Tout ce qui est cénozoïque, je suis un peu moins habitué. Voilà, c'était un petit peu un entraînement. Et voilà, j'ai essayé de reconstituer un petit peu aussi l'oreille. Parce que sur le carton d'information, c'était expliqué que leurs plus proches parents actuels seraient plutôt au niveau des équidés. Bah après, oui, il a pas une tête d'équidé, plus là, mais genre j'ai pensé notamment à l'entrée où il y avait les squelettes d'okapis et de chevaux, avec la structure. Là ici, c'est pas pour mettre une corne ou quoi, c'est vraiment en fait là à cet endroit-là, t'as les naseaux, t'as son nez. Donc ce que j'ai essayé de représenter là après. Donc bien sûr, j'ai placé son œil et j'ai essayé de placer aussi l'oreille. Donc voilà. Paléotherium crassum qui vit à l'Éocène il y a 35 millions d'années. Fossile retrouvé dans le Maine-et-Loire. Donc son habitat c'était la forêt, il se nourrissait de feuilles et de fruits. Et voilà, c'est marqué aussi, là, plus proche parent actuel, les équidés. Voilà, j'ai résumé un petit peu l'information. Hop. Voilà, merci Echa. Et voilà, on va vérifier un peu. Hop. Et oui, du coup, pourquoi j'ai aussi un peu plus naturaliste et tout, bah justement, en fait, j'ai essayé de rendre le truc un peu plus simple à comprendre par rapport à la photo. Genre j'ai pas insisté trop sur les fissures du fossile. Et ça, en fait le fait de dessiner ça m'a permis aussi de prendre le temps plus, genre d'observer, de regarder les détails. Et ce qui était bien par rapport à le faire à partir des photos. Bah j'étais devant donc je pouvais en fait me bouger un petit peu, bouger ma tête pour voir un peu en 3D et déterminer ce qui est la limite des os et ce qui est une fracture, que là quand tu regardes en photo t'as pas ça. Et donc j'étais content de pouvoir le faire, genre parce que jusque là en fait tous mes paléoarts c'est à partir de photos. Et donc ça a une limite. Donc c'est bien quand tu peux observer le fossile en 3D. Genre vraiment j'avais des étoiles dans les yeux hein, dans le truc. Non j'étais content. Puis ça faisait des années que j'avais pas pu aller voir des fossiles parce que le musée de Nantes ça fait des années qu'il est fermé et il est fermé pour encore des années. Hop, voilà la photo. Encore le crâne, hop. Ah oui, un crâne d'hippopotame aussi. Voilà. Parce que j'ai souvent vu justement sur internet des comparaisons avec le crâne d'hippopotame à côté d'à quoi il ressemble actuellement. Donc j'ai voulu le prendre sous deux angles différents. Genre un petit peu de profil, là 3/4. Et là de face il est impressionnant. Il est impressionnant le crâne d'hippopotame. Bon la lumière est pas ouf mais je pense que vous arrivez à vous rendre compte quand même. Ah oui du coup on voulait vérifier le paléotherium.
Hop. Paléo... Therium... Crassum. Et on va regarder un petit peu là des représentations Paléo Art. On va comparer ce que j'ai fait. Il y a une différence. Ouais, il y a des différences quand même. Oui, ils ont été un petit peu plus proches du cheval. C'est vrai que moi je l'ai mis un petit peu plus poilu. Après voilà, j'étais en mode un peu entraînement. Quoique, celui-là est un petit peu un poil plus proche de ce que j'ai fait. Oui, après il y a une interprétation sur son nez. Bon, c'est vrai que moi je lui ai fait un nez un peu en truffe. Et après, bah, les oreilles, voilà, c'est libre d'interprétation. Alors, on va regarder un petit peu le Wikipédia. La description notamment. Georges Cuvier l'a décrit comme une sorte de tapir et c'est donc ainsi qu'il a été traditionnellement reconstitué. Les réexamens récents des crânes montrent que sa cavité nasale n'était pas conçue pour soutenir une trompe. D'autres études anatomiques récentes suggèrent que Paléotherium ainsi que d'autres genres de Paléotheridae comme Hyracotherium étaient étroitement apparentés aux chevaux. Les espèces moyennes de Paléotherium mesurent environ 75 cm au garrot et vivaient dans les forêts tropicales couvrant l'Europe il y a 45 millions d'années dans la première moitié de l'Éocène. La plus grande espèce, Paléotherium magnum, de l'Éocène moyen de la France, était presque aussi grande qu'un cheval. Les premiers fossiles de Paléotherium furent trouvés près de Paris dans les gypses de Montmartre et des buttes Chaumont. Voilà, tiens, on a un squelette, pas juste le crâne là. Il est un petit peu compact aussi, mais par contre, on a tous les os. C'est un beau fossile ça. Ouais, ils sont mignons sur cette reconstitution. Là, vous voyez là le crâne en représentation naturaliste. Là, il est un petit peu plus allongé, je l'ai un petit peu comprimé. Mais après, voilà, c'est le but un petit peu voilà, de s'exercer, on fait des erreurs et puis après, on progresse. Et non, c'est pas mal de se foutre dans une galerie de paléontologie, ça, pour s'entraîner. Le voilà, attendez, le fameux Archaeopteryx. Hop, je remets l'iPad. Je suis resté longtemps devant. Je vous avoue que, alors, l'Archaeopteryx c'est quand même, enfin que comme fossile déjà en fait il est très bien conservé. C'est le premier oiseau aussi. Ça a beaucoup bougé dans l'histoire de la paléontologie sur son interprétation. Dinosaure avien, non avien. Plus récemment, ça a l'air de tendre plus à le considérer comme avien, comme le premier oiseau. Et en fait, je m'attendais pas à aller voir Archaeopteryx. Parce que je m'attendais à le trouver en Allemagne. Alors c'était pas l'original, hein. C'était un moule. Mais bah, ça permet quand même de voir les mêmes détails quand même par rapport à un original. Et surtout en fait il y a tout un travail aussi sur les moules, il n'y a pas juste faire le moulage. Après par dessus il y a tout un travail de peinture pour essayer d'avoir les mêmes détails et la même couleur que sur le fossile original. Et d'ailleurs hop, bah, je vais mettre voilà, je vais mettre plutôt là sur l'image pour continuer à vous parler. Je sais pas si vous avez déjà entendu dire des fois sur les réseaux sociaux où il y a des gens qui vont se plaindre un petit peu en mode ah ouin ouin, c'est jamais des vrais dans les musées, c'est toujours des faux fossiles. Alors oui, il y a beaucoup de moules, mais en fait j'ai remarqué c'est marqué en bas si c'est un moulage ou pas. Et pas tous, il y en a certains c'est vraiment les originaux exposés, notamment plus tard avec un gros spécimen qui a été retrouvé dans l'Anjou. Mais je vais éviter de vous spoiler, voilà, voilà, je vous tease un peu. Ou là, c'est l'original. Il va y avoir deux raisons pour lesquelles on va exposer un moule. Soit, enfin, une copie, voilà, un moulage. Soit, en fait, le fossile de base est beaucoup trop fragile pour se permettre de l'exposer au public. Donc, on va plutôt exposer voilà, la copie.
Où bah, c'est juste en fait pour pouvoir exposer le même fossile à plusieurs endroits différents. Et là c'est le cas notamment avec Archaeopteryx. Parce que je pense que l'original doit certainement être exposé en Allemagne. Mais du coup si tu veux montrer le fossile à d'autres endroits, bah t'es obligé de faire une copie. Et du coup voilà. Et je vous le dis, en vrai c'est pas pareil par rapport en photo, parce que jusque là celui-là je l'avais vu que en photo. Enfin en vrai, même si c'est un moule, genre, enfin il est en 3D et tout, même derrière une vitrine, enfin on voit mieux. On voit mieux. C'est bien, tu vas dans les musées à ma place, visite guidée, cool. Voilà, mais finalement, c'est... Ça va être un peu une vidéo et en amont du coup un live là, promotion du musée d'Angers. Non mais je pense que c'est... Non mais ça peut être bien ça, si je fais des visites de musée et que je prends des photos et tout, non faut que je fasse des vidéos pour en parler après. Le débrief du musée. Alors, je vais appeler comme ça la rediff, ça va être le débrief du musée des sciences naturelles de Angers. Et bah ouais, du coup oui j'ai fait un entraînement sur. J'ai passé près d'1 heure là. J'aurais peut-être dû incliner mon carnet différemment pour pouvoir le représenter en entier. C'est vrai que j'ai pas tellement géré la place. Après c'est pas si grave, j'ai représenté ce que j'ai pu. J'ai passé beaucoup de temps justement à observer genre dans le détail les os et les détails des plumes. Comme ça en photo. Alors maintenant je le vois parce que j'ai passé 1 heure devant à l'observer. Sur la photo on voit un peu moins, mais en fait même moi j'arrive à le voir même sur la photo. Genre là vous voyez la délimitation là des ailes. Vous voyez même là les petits traits, c'est les limites des plumes. On va le voir mieux sur la photo où il est rapproché. C'est le dessin à côté. Il y avait toute une classe d'enfants, peut-être pas une classe, peut-être plutôt un centre aéré. Enfin il y avait plein d'enfants qui passaient. Il y en avait qui regardaient. C'était un peu mignon. Genre il y avait des enfants comme ça qui étaient en train de chuchoter en mode « Oh, il dessine trop bien le monsieur !» J'étais un petit peu content, j'étais un peu satisfait. Et pourtant là, genre j'ai pas fait d'ombre et de lumière ni rien. Bon après de toute façon j'ai déjà passé 1 heure dessus. J'ai vraiment essayé de faire en mode dessin naturaliste. Pour être un peu pédagogique et qu'on comprenne mieux. Et d'ailleurs je pense que là je vais prendre l'iPad parce que je vais aller rechercher justement. Je me le suis mis sur Drive. Je sais même pas si on va faire un Fourincus aujourd'hui parce que j'ai envie d'aller refaire ça, mais genre par-dessus. Genre pour faire un peu de la pédagogie. En vrai, ça va pas être long si je fais juste de la pédagogie, genre par-dessus. Hop. Voilà. Là, on le voit un peu mieux, là. Et on va s'arrêter justement un petit temps devant. Mais d'abord, je vais peut-être faire une pause pour aller au WC. Voilà, je vous tease le truc. Mais là, vous voyez, genre là, la queue. Là, ça, c'est des traits de plumes. Alors là, ça redevient un petit peu confus par rapport à quand je l'avais observé en vrai. Je voyais un peu mieux. Voilà, on voit une délimitation bien sûr avec les os, mais en vrai, non, c'est un fossile d'une conservation exceptionnelle. Même le moulage aussi, le moulage est assez beau. Je sais pas si l'original a la même teinte un peu dorée. Parce que c'est vrai que j'en ai vu dans des photos, dans des livres ou sur internet. Des fois on le voit un peu en grisé. En vrai j'aimerais bien voir l'original, donc je pense que un jour il faudrait que j'essaye de me financer voilà, un trajet en Allemagne avec les craftopistes pour aller voir le musée de Berlin. Je pense qu'il y est exposé. En tout cas j'aurais un doute qu'il y soit pas, genre enfin il a été retrouvé en Allemagne. Donc je pense que je me mouille pas trop en me disant que les Allemands ils ont l'original. Genre là, vous voyez, on voit même le bassin un peu. On voit sa colonne vertébrale, sa queue. Ah mais Héron le sait, mais après je sais pas quand je ferai ça. On voit même là, vous voyez là au niveau des doigts. Et ce qui est intéressant, c'est là, on n'est pas sur les mêmes doigts que les dinosaures non aviens. Mais on n'est pas non plus au point des oiseaux où il y a vraiment une métamorphose de la patte en aile. On est vraiment sur des caractères intermédiaires. Vous distinguez quand même les griffes. Là, mais les doigts sont allongés. Les doigts sont allongés pour former une aile.
on a quand même une première adaptation au vol. Genre c'était des animaux, genre ils faisaient un vol battu. Il est pas impressionnant par sa taille, il est pas très gros. J'ai vu des corbeaux plus gros que ça, disons. Mais enfin il est impressionnant par rapport à sa valeur scientifique. Genre on est sur le point de transition entre les théropodes non aviens et les théropodes aviens. Voilà, c'est le premier oiseau. Sa conservation aussi exceptionnelle. Non, on est sur un spécimen d'une rare beauté. Ouais, je suis encore ému devant l'image. C'était encore plus en vrai. Hein. Là, pareil, là, on voit encore mieux là sur cette patte-là. Genre, vous voyez là les doigts qui se prolongent. Niveau de sa patte aussi, genre on a des griffes quand même assez longues. Pour s'agripper, il devait certainement monter en haut des arbres pour pouvoir se lancer et effectuer son vol battu. Et là ici on a l'ilion. Là on voit clairement l'ilion. Là après on a les pattes, on voit un peu moins. Et là je suis pas sûr mais je pense que c'est le pubis qu'on voit. Et dans ce cas là si c'est le pubis il a déjà un bassin d'oiseaux. Faudrait aller se renseigner un petit peu justement, je vais aller regarder s'il n'y a pas des trucs un peu commentés de Archaeopteryx fossile. Regardons une image. Alors, tiens, celui-là aussi je l'ai vu, je vous le mettrai plus tard. Oui, il y en a plusieurs. Bah tiens, d'ailleurs en vrai, ça va être mieux de regarder sur plusieurs. Ah voilà, ça c'est celui-là. Ah oui, mais en même temps, mais les photos elles sont pas de même qualité. Quand tu regardes sur Google Images, forcément c'est... Même ma photo au téléphone, j'ai l'impression qu'elle a un peu de meilleure qualité. Et avec la coloration dorée, on voit peut-être un peu mieux. Quoique, celui-là, on voit bien aussi la délimitation quand même des plumes. Ah, là c'est en fossile monté, sauf qu'on voit pas le bassin. On voit pas très bien le bassin. Et j'ai pas l'impression que... Je suis pas sûr que ce soit... Là, est-ce qu'on voit un peu mieux? Là, on voit un peu mieux. Ah si, on voit le bassin. Donc c'est bien ce que je pensais. Genre regardez le bassin. En fait c'est pour ça qu'on voit sur cette image là, enfin sur cet endroit là on voit pas trop la délimitation entre l'ichion et le pubis. Parce qu'en fait ils sont au même endroit. Genre si vous voulez, genre il y en a un qui est derrière l'autre. Donc on est clairement sur un bassin d'oiseaux. Là. Il a l'ilion et le pubis qui vont dans la même direction. Ça fait moins musée des horreurs quand tu causes. Pourquoi tu voyais des trucs comme musée des horreurs? Parce qu'il y a des cadavres partout. Ou parce qu'on était sur le trilobite qui s'est fait écraser au début. Et en plus maintenant je le vois s'élancer pour voler. Ah oui là sur la posture qu'ils lui ont mis, ouais. Mais vraiment voilà, il est pas très gros mais il est... Enfin, ça reste un fossile impressionnant. Voilà, il y a des reconstitutions. Putain, ils le mettent noir Microraptor. Alors pour le coup, Microraptor, on connaît la couleur. Archaeopteryx, il me semble pas. C'est libre d'interprétation. Bah là, voilà, on a des représentations là, dessinées. Là, on est sur un dessin naturaliste de qualité. Là, on voit vraiment les détails, les délimitations. Ouais, je pense que là, c'est des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi qui font ça. Mais tiens, j'ai envie de m'essayer à l'entraînement là vite fait sur l'iPad. Je vais faire une pause et pendant ce temps-là, je vais justement retélécharger. Ou je vais faire après, peut-être à la fin. En vrai, non, je vais continuer sur l'aventure. Après, je vais faire ma pause parce qu'on va avoir un autre fossile d'Archaeopteryx qui va arriver. Voilà, donc là les traces de pattes. Faut savoir que ça j'ai pu m'y rendre personnellement, du coup maintenant ça remonte à des éons quoi, enfin pas non plus pas à ce point là, je suis pas plus vieux que le monde non plus, voilà. On va se calmer. Ça remonte à des années, quand voilà, ma précédente fois où j'étais à Angers, quand j'étais en études et que j'étais notamment sur la dernière moitié de l'année avec les géologues. On avait fait une sortie terrain en Vendée pour aller se rendre du coup à Talmont-Saint-Hilaire pour voir les empreintes de pas. Et donc là voilà, c'est un morceau de roche de Talmont-Saint-Hilaire où on voit les empreintes de pas.
Tu penses au musée du jardin public à Bordeaux, t'y allais une fois et t'as pas envie d'y retourner. Y avait pas Jigsaw avec toi. Ah mais en vrai, attendez, ce serait un truc de ouf, hein. On se fait une rencontre craftopienne. On va dans un musée d'histoire naturelle et je vous parle. Je vous parle des spécimens. Réservez-vous la journée. On passe la journée au musée. Ah ça peut être... ça peut être un truc, hein. Voilà, et donc on verra mieux après sur la photo un petit peu rapprochée. D'ailleurs, en vrai, je peux même... hop, parlant de rapprocher. Voilà. Je vais montrer un petit peu là avec l'iPad. Voilà, on voit un peu mieux avec la caméra de l'iPad. Voilà, donc on est dans le Jurassique inférieur. Et sur des théropodes. Et là, il y avait l'espèce aussi qui était notée sur le carton. Gralator variabilis. Donc on va aller regarder un petit peu à quoi elle ressemble. À quoi ressemble cette espèce. Alors. Donc, Gralator. Gralator variabilis. Alors oui, on a surtout les empreintes de pattes aussi. Mais je voulais, voilà, des petites reconstitutions paléoart, voilà. Un petit théropode, quoi, classique. Oh! Voilà, en train de s'élancer... j'allais dire contre un insecte avant de mieux voir. Donc, contre un petit reptile là, qui plane. Un peu classe. Donc voilà. Voilà qui est l'auteur de ces empreintes. Ah oui, il y a un œuf de dinosaure aussi, là. De... Megaloolitus sp. Alors, qui a pondu cet œuf, du coup? Megaloolitus. Voilà. Voilà, un sauropode. Et c'est là où il n'y a pas vraiment de lien entre la taille des œufs et la taille du dinosaure qui les a pondus. Parce que il pond un œuf quand même tout petit par rapport à sa taille, alors qu'il y en a, si on prend les kiwis, ça fait mal pour eux. Hop. Ah là on voit mieux là. Voilà, c'est ça, je voulais un zoom justement pour vous expliquer un peu plus. L'empreinte apparaît même en 3D. Genre elle ressort par rapport à la roche, donc on est sur une contre-empreinte. Donc je vais reprendre l'iPad. Voilà, je vais reprendre l'iPad pour vous expliquer un peu hop, comment on peut obtenir comme ça une contre-empreinte. Donc, voilà, vous avez votre sol. Hop, donc vous avez hop le dino. Le dino il pose son pied, il marche dessus. Donc là, vous avez une empreinte là. Elle est creuse par rapport au sol. Et donc ça va durcir. Ça va durcir, ça va se remplir de sédiments. Tiens, je vais, hop. Faire un petit copier-coller. On va changer même de couleur. Donc hop, il y a du sédiment là qui va venir, ça va remplir là ici. Voilà. Donc avec le métamorphisme et tout, ou même juste la... J'ai oublié un mot. Mince. Genre pour transformer les sédiments en roches. On appelle ça des roches sédimentaires. Mais c'est quoi le processus? J'ai oublié le nom du processus. Bon tant pis, mais en gros voilà. Ça va former une roche. Et parfois en fait avec les mouvements tectoniques. Donc vous pouvez avoir genre là une succession de roches droites. Bah ça va des fois genre... tiens d'ailleurs celle du milieu.
Celle du milieu, je vais la mettre un peu en rouge là. Genre les roches vont se pincer, se plisser. Hop, et là je remets en rouge là au milieu. Du coup j'ai dit que c'était le milieu, hop voilà. Et donc même des fois elles peuvent on peut avoir des plis qui se replient, donc ça va se retourner. Genre à nouveau. J'ai plus de place. Attendez, j'ai plus de place sur mon explication. Hop, je vais rapetisser ça. Et donc là, après, notre pli. Genre parfois, on peut avoir des trucs comme ça. Et donc, ce qui fait qu'il y a certains endroits, genre, qui vont être totalement retournés. Et c'est comme ça qu'on peut même se retrouver à l'affleurement. Hop. À voir ça. Ou même sans passer par là. Vous pouvez juste, genre en fait en escavant, genre imaginons que les sédiments qui soient mis dans l'empreinte soient plus durs. Et tout, bah en plus ça va les protéger de l'érosion vu qu'ils sont cachés. Genre juste vous creusez, hop, vous prenez ça et ça se détache. Et vous avez une contre-empreinte. Voilà, c'était pour l'explication des contre-empreintes. Ah et voilà, là on entre vraiment à l'intérieur de la galerie, parce que là on était toujours dans l'entrée. Mais j'ai passé pas mal de temps dans l'entrée. Après, voilà, j'ai pas tout pris en photo, bien sûr, j'ai pas non plus tout dessiné. Voilà, j'aurais pas eu le temps, j'ai passé pas mal de temps à lire, donc voilà, si ça vous intéresse et que vous passez dans le coin, voilà, allez voir. C'est le mieux. J'ai pris quelques photos quand même, genre là. J'ai mis ma main des fois à côté pour comparer. Taille de la dent de requin. Il y avait des très grosses ammonites. Ah, ils ont une collection par contre énorme d'ammonites. Genre pour le coup la collection jurassique. Le musée de Nantes, lui sa collection la plus grosse c'était avec des trilobites et des crinoïdes, donc on est plutôt sur le paléozoïque. Là, Angers, il a quand même quelques trilobites et crinoïdes, mais moins. Moins quand même par rapport à Nantes. Par contre, il y a assurément beaucoup plus d'ammonites que Nantes. Même à Nantes, on n'a pas y a pas des ammonites géantes comme ça là. Et là, c'est même pas la plus grosse. Hein. Des ammonites de sacrée taille. Ah oui, celui-là est assez beau aussi là. Là, vous avez les plantes là dans le grès. Là, on est sur des feuilles de palme. Oui, puis là, voilà. Bah, aussi, tiens, des explications là à nouveau d'empreintes et de contre-empreintes. Là, on a la contre-empreinte là d'un trilobite. Et là, voilà, son empreinte. Enfin, il est... Voilà. Ah, des petites ammonites, là. Arpoceras. Ah, là, des moules externes, là, des coquilles. Et en vrai, c'est pas mal joli quand même. Ce qui est bien en plus, c'est qu'avec ce genre de fossiles, tu peux te faire un moulage avec du plâtre et du coup retrouver la forme de ton coquillage. Les plantes au début elles étaient magnifiques, ouais. Là aussi, je compare avec ma main, mais c'est pas la plus grosse. Mais j'aime bien celles qui ont des petites structures comme ça. En vrai, par contre, ça me fait une banque d'images personnelles. Pour mes paléo-art et tout, c'est bien. Ah oui. Alors, les Cruziana, c'est ce qu'on appelle des ichnofossiles. Donc les ichnofossiles, c'est des fossiles de traces. D'ailleurs, le précédent que je vous ai montré avec les empreintes de pattes de dinosaures, c'est ça aussi, un ichnofossile. Techniquement, les coprolites aussi sont des ichnofossiles. Alors, ichnofossiles, hop. Voilà. Pour avoir l'écriture. Et bah là, vous avez tout un panel d'exemples d'ichnofossiles. Et même, voilà, vous pouvez avoir hop, la définition qui va apparaître vite fait. La définition qui est cassée. Oh, c'est pas grave, je vous l'ai défini, c'est
Voilà, c'est tout ce qui est fossile de traces, donc on va retrouver des coprolites. Il y a pareil des vomis fossiles. J'ai oublié le nom précis des vomis fossiles, donc si jamais quelqu'un l'a dans le chat ou dans les commentaires, n'hésitez pas. Les fossiles, les empreintes de pas, de déplacement au sol, donc là on a des déplacements de créatures au sol. Et apparemment les Crusianas seraient plutôt les ichnofossiles laissés par des trilobites ou d'autres animaux. Ou pareil, des fois vous voyez les vers, tout ce qui est annélide et tout, les vers dans le sable sur la plage, ils vont aller faire des tortillons de sable. Le ver, lui, c'est pas tellement, il va pas tellement se fossiliser, mais par contre on peut retrouver ces traces, les petites traces de tortillons. Hop. Et sur des nodules de schiste, voilà. Oh, et un trilobite là qui n'est pas écrasé. Là, lui, il est pas écrasé là, il est en 3D. Des coprolites, alors là c'était des coprolites de trilobite que j'ai pris en photo. Voilà. Bon, je pense que c'est essentiellement pour pouvoir vous les montrer là pendant le récit des aventures et parce que mes points de chaîne c'est des coprolites. Voilà, les coprolites. Du caca fossile. Ah oui, une fougère, bien sûr, oui. Voilà, j'ai pris aussi tout ce qui était proche des fougères. Ah oui, et il y en avait plusieurs. Plusieurs paléoards comme ça exposés dans les galeries. Celui-là, je l'ai pris en photo parce que c'est les Dimétrodons. C'est notamment pour Héron. Je sais pas si Héron est toujours là. Mais voilà les potes de Héron. Et voilà aussi ceux dont on parlait avant. Où c'est que tu viens de lire régime alimentaire? Ah, attends, il y avait écrit sur les coprolites. Les excréments fossilisés aux coprolites sont intéressants parce qu'ils nous permettent de nous faire une idée du régime alimentaire des animaux auxquels on peut, dans certains cas, les attribuer. Et là, voilà, hop, on est... Dernier dessin. Dernier dessin du carnet d'aventure. Et voilà, une ammonite. Hop, je vous montre là à nouveau. Voilà. Ammonite Peltoceras Athleta. Voilà, merci. Voilà, je passe un petit peu de temps à la dessiner, celle-là. Et là, voilà, c'est là. Je voulais attendre justement d'aller arriver sur un autre Archaeopteryx. Lui, il est un petit peu moins bien conservé. Enfin, on voit pas tous les os et tout, mais par contre, on voit mieux les plumes. On voit beaucoup mieux ses plumes ici. Notamment, vous voyez sa queue. Vous voyez un bout de ses ailes. Le précédent est plus beau et tout, bien sûr. Et là, voilà, vous en avez plus. Et là, voilà, les ammonites géantes. Vous voyez un peu par rapport à la taille des meubles, là. La taille des ammonites. Hop, j'ai une petite partie sur les ptérosaures. Voilà, là, on a un paléoart ici qui a l'air de... Je sais pas de quand il date. Mais il a l'air de dater d'il y a assez longtemps. Donc on a quoi? On a... c'est marqué ici. Ouais, ptérodactyle et renfort... les renforts inquidés. C'est pas renfort-incus. En vrai, vu l'heure, je sais pas si je vais aller redessiner par-dessus l'Archaeopteryx. Peut-être, je vais voir. Je vais voir vite fait. Genre un truc très rapide juste pour expliquer. Parce que j'ai quand même envie d'avancer sur le renfort incus et justement c'est une bonne transition là. D'avoir des ptérosaures. Bon, il y a quelques fossiles aussi comme ça dans des cadres. Ah oui, si, truc intéressant. Les crinoïdes. Donc les crinoïdes, c'est des échinodermes, c'est assez proche des étoiles de mer. Et parce que voilà, le fun fact là-dessus, c'est que si on fait une tranche sur la tige des crinoïdes, genre sur la forme, et là c'est ça, hein, c'est vraiment des fossiles, c'est vraiment des tranches de la tige. Ça fait vraiment une étoile. Donc c'est pas pour rien finalement qu'on appelle ça des étoiles de mer. Bah, même l'étoile de mer en soi ressemble vraiment à une étoile, mais là sur le crinoïde aussi. Et c'est assez beau même. Voilà. Et ça c'est pas une plante, hein, c'est un animal.
Ah, les petites étoiles. T'as pas compris. Alors en gros, attends, j'essaie de t'expliquer plus. Donc là, tu as le crinoïde. Le crinoïde qui est un échinoderme, donc on en retrouvait au paléozoïque. Au mésozoïque aussi encore un peu. Enfin, est-ce qu'on en a encore actuellement, enfin des assez proches, les lys de mer peut-être? On va vérifier. Alors je vais vérifier si c'est actuel ça, le lys de mer. Non, ça c'est autre chose. Muséum de l'Ardèche. On va être sur le site d'un autre musée. Les lys de mer. On va regarder un petit peu ça, parce que j'ai un doute sur est-ce que c'est un... Ah bah tiens, il y a aussi les segments de tige. Voilà, il y a ce que j'ai essayé d'expliquer. Et en fait, lys de mer et crinoïde, ça a l'air d'être le même mot. Voilà, t'as une reconstitution ici, il y a des trilobites là, des bélémnites, des ammonites. Ça par contre, ça c'est pas possible ça, d'avoir les trilobites et les ammonites en même temps. Parce que les trilobites sont morts quand les ammonites sont apparus. Les lys de mer, donc, ils appartiennent à la classe des crinoïdes. Ce ne sont pas des végétaux, mais des animaux marins appartenant à l'embranchement des échinodermes. Leurs plus proches parents sont les oursins, les étoiles de mer, les comatules. Les premiers lys de mer sont apparus au Cambrien, débutant il y a 500 millions d'années. Là, t'as les segments de la tige. On en a peut-être plus actuellement des trucs qui ressemblent. Bah non, vu que si les trucs qui ressemblent actuellement, les plus proches sont les étoiles de mer et les oursins. Hop. Donc en gros, c'est le crinoïde ou lys de mer. Donc c'est un animal, donc il s'ancre dans le sol et il va se nourrir de particules qui passent dans l'eau. Et la forme de la tige qu'on coupe au niveau de là, ça fait une forme d'étoile ici. Et ça c'est ça. C'est des petites coupes Enfin c'est pas vraiment une tige parce que c'est pas un végétal mais... Et non, ça fait vraiment des petites étoiles là, parfaites. Alors, on est sur une vertèbre. Alors j'ai pris celui-là en photo en particulier parce que c'est Ophthalmosaurus. C'est celui que notamment tu as en ta possession, Esha. Hop. Voilà, je le remets là sur mon iPad. Voilà, et puis j'en profite hop, pour faire une auto-promo. Les deux posters, ils sont à vendre sur Ko-fi. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous voulez apporter un soutien financier à la chaîne et que vous avez envie de décorer un petit peu chez vous. Voilà, avec des posters. Notamment, voilà, j'ai représenté Ophthalmosaurus. Et j'avais regardé une conférence sur la chaîne de Simplex Paléo sur les ichthyosaures en même temps que j'étais en train de faire ce paléo art. Et à un moment donné, je vous avais justement résumé l'histoire par rapport à ces vertèbres où on est sur une convergence évolutive avec les poissons. Et dans la conférence que j'avais écoutée, il y avait notamment l'explication que ces vertèbres sont creuses. Alors sur la photo, on s'en rend pas bien compte, c'est dommage. Mais là, vous voyez un petit peu avec l'ombre là à l'intérieur. Très belle couleur de celui-ci. Beaucoup plus belle que sur l'écran. Ah, bah content que ça te plaise du coup. J'espère que ça plaît à ta fille aussi, je sais pas si tu lui as encore offert. Et donc en fait là on retrouve des vertèbres. Bah, je vais vous faire un schéma. Je vais vous faire un schéma, ça va être plus simple de ce qu'on voit. Hop, j'efface mon truc. En fait, finalement mon iPad c'est un petit peu comme, comme une ardoise qu'on est à l'école. Donc... Hop. Donc voilà un peu ça.
Et en gros, si on fait une forme de profil, si je prends ma vertèbre de profil, on est sur une forme un peu convexe. Voilà, on va être sur une forme un peu comme ça. Elle est encore à l'hôpital, elle a mis un cœur sur la photo, alors j'espère. Bah, j'espère que ça lui plaira et du coup bah force à elle. J'ai repris une photo un petit peu plus rapprochée. Il s'appelle Vorax. Alors voilà, les spécimens, enfin ils ont toujours un code, ça c'est toujours, mais des fois ils leur donnent des petits noms. Ils vont pas le faire à chaque fois, les paléontologues, parce que enfin il y a tellement de spécimens découverts, tu vas pas donner des prénoms à chacun, mais il y en a certains qui ont des prénoms. Et voilà, celui-là il s'appelle Vorax. Et du coup en plus j'ai pris un souvenir au musée, donc j'ai un magnète avec Vorax représenté dessus. Donc, voilà. Petit magnète. Il y a même écrit derrière là que c'est Vorax. Non, c'était ça, voilà, que je voulais montrer. On voit même aussi un ichthyosaure en fond là, derrière. Donc là, dans les panneaux d'information, parce que ça reste un fossile fragmentaire. D'ailleurs, vous voyez un petit peu là, vous voyez un petit peu les poutres de son fossile, vous voyez sa mâchoire inférieure, vous voyez ses vertèbres ici. On a quelques morceaux au niveau de la scapula, on a des morceaux aussi de palette natatoire. C'est ce qu'on appelle quand même un fossile fragmentaire. Dans les panneaux d'information, c'est juste préciser que c'est un plésiosaure. Un plésiosaure, c'est un grand groupe dans lequel on va retrouver tout ce qui est élasmosaure, c'est-à-dire ceux qui ont un long cou avec une petite tête, et les pliosaures, ceux qui ont un cou court avec une grosse tête. Celui qui est représenté là en haut, c'est clairement un pliosaure. Après, je pense que sur le fossile, ils vont pas se mouiller à ce point-là parce que bah, il manque un petit peu d'informations pour se dire genre à quel point, enfin la tête était-elle petite ou grosse au contraire par rapport au corps. Après cela dit, si on regarde les dimensions et tout, je pense qu'on est quand même plus sur du pliosaure. Scapula, scapupula. La scapula, l'épaule. Enfin l'omoplate. Ah, en vrai, avec la lumière un petit peu jaune, ça rend bien aussi. Et là, on est sur des gros œufs de dinosaures, là. Qui ont été retrouvés dans l'Hérault. Dans l'Hérault, oui, il y a plein d'œufs de dinosaures. C'est des sauropodes, hein. Alors là, c'est pas un original, c'est marqué que c'est un moulage. Parce que l'original, du coup, est dans l'Hérault. Et il y a 2 œufs, d'ailleurs, même. Et j'ai essayé de mettre ma main à côté pour comparer. Bien sûr, je ne touche pas la vitre, hein, je suis à quelques centimètres de la vitre. Ah, et là, voilà, on est sur Vorax. Alors, lui, c'est pas l'original, c'est un moulage du bloc comme il a été retrouvé. Mais en même temps aussi, ils les ont enlevés du bloc. Pour mettre dans l'héros la zone géographique. Enfin, ils ont enlevé après pour les exposer. Voilà, moulage du bloc principal tel qu'il a été extrait du plafond d'une cave en décembre 2016. Donc en vrai, c'est assez récent quand même. Les fossiles de non-vertébrés et les vertèbres accumulées le long de la mandibule sont encore dans le tuffeau. Ah, ils n'ont pas extrait. Il y en a certains qui n'ont pas extrait, ok. Ah oui, non, c'est pour le moule, ok, c'est le détail. Bah là, vous voyez une vertèbre, là. Clairement, ça, c'est une vertèbre. Et là on voit là, voilà, j'ai fait une vidéo là pour qu'on se rende un petit peu plus compte, c'est mieux qu'en photo. Et vous voyez aussi là, la zone un petit peu creuse. Vous voyez les chevrons qui vont permettre d'insérer des muscles et d'autres os. Genre vous voyez qu'il a une taille de vertèbre assez énorme. Cette vertèbre là, genre une vertèbre c'est plus gros que mon poing. Et si j'essaye de toucher un petit peu dans mon dos pour me rendre compte de la taille de mes vertèbres, on est sur ça à peu près, un petit bout de phalange. Donc on est facile
on est facile sur au moins 6 fois. C'est 6 fois plus gros. Et donc ce qui nous donnerait une taille, alors après on peut pas, enfin là c'est de la paléontologie de comptoir, parce qu'elle qui est vraiment exactement comme ça, parce que, enfin je suis un singe, c'est un plésiosaure, donc on n'est pas sur la même morphologie, mais genre imaginons on multiplie ma taille par 6, je fais 1m50, donc ça nous fait 9 mètres de long. Et il y a la Battle Royale, donc je vais commenter. Donc c'est parti, Delphi a lancé une Battle Royale, on observe qu'il y a Titange, la Margasaurus qui décide de taper un petit peu tout le monde et de se faire frapper en retour. Pendant ce temps-là, Delphi essaye d'écraser un petit peu tout le monde et se fait mordre les pattes, ça lui fait perdre des points de vie. Escha est à l'article de la mort, visiblement, Yona le Mosasaur a terrassé Escha. Delphi vient de dégommer Titange, Héron risque de se faire piétiner par Delphi, mais Héron survit quand même avec quelques petits points de vie en moins. Yona décide de tuer Delphi, Héron est mort, je sais pas qui a tué Héron. Yona a tué Balkis en tout cas, et Yona se soigne. Ça se joue entre Yona et Poupiz qui ont le même nombre de points de vie parce que Yona a décidé de se soigner en amont. Poupiz fait assez mal quand même, mais Yona aussi, attention. Oh, ça s'est joué à rien, ça s'est joué à un point de vie de différence, c'est Yona qui a gagné en mangeant Poupiz. Voilà, désolé Poupiz et coucou à toi. Ah d'ailleurs Poupiz, t'as vu, t'as un badge spécial, genre le badge mode fondateur. Je pense que c'est parce que t'es la première modératrice. Voilà. Ou alors c'est parce que t'as accumulé plein d'épées de modération. Je sais pas si t'as le badge que ici chez moi ou partout ailleurs. Donc là on est à nouveau hop, sur les vertèbres. Tu t'es fait que target, c'est honteux. C'est toi qui a demandé la Battle Royale. Ah voilà, la mâchoire. La mâchoire de Vorax. Du coup depuis le lore, t'es en télétravail, t'en profites. Ah, bon courage pour le travail. Voilà, bon télétravail à toi. Donc on voit qu'il nous manque quelques dents, mais on a l'empreinte des dents quand même. Après on est sur... si vous regardez bien, elle est un peu effilée la mâchoire. C'est pour ça que je comprends que c'est pas trop net la différence entre si c'est un élasmosaure ou un pliosaure. En tout cas sur la représentation, ils ont plutôt représenté un pliosaure. T'en as eu autrement des badges de mode fondateur. Voilà, j'ai fait une vue qu'on appelle dorsale là de haut. Et une vue de profil. Alors certes c'est une grosse mâchoire hein, si on compare par rapport à notre taille et tout. Mais elle est en vrai assez étroite, elle est pas si massive que ça. Ouais, une dent de mastodonte. Ouais, mastodonte, pachyderme. Ah voilà. Alors là on voit pas très bien. On voit pas très bien à cause du reflet de la lumière. Mais nous avons un ichthyosaure. On voit bien par contre la belle palette natatoire là. On observe un phénomène qu'on appelle hyperphalangie. Parce que vous voyez on a on a quoi sur nos doigts, on a un nombre limité de phalanges. Genre moi j'en ai par doigt, alors 1, 2, 3, allez 4. Et en fait avec l'évolution des ichthyosaures, d'autres reptiles marins, on observe ça, avec la transformation des membres en palette natatoire, on observe chez certains ce qu'on appelle une hyperphalangie, donc en fait le nombre de phalanges va se multiplier. Des fois on observe aussi une polydactylie où le nombre de doigts va augmenter. Là ici c'est pas le cas. C'est pas le cas, vous pouvez voir il y a 1, 2, 3, 4 doigts. Le nombre de doigts peut également diminuer. Merci pour ton partage, j'en profite pour dire que c'est intéressant. Bah merci à toi, content que ça vous plaît. Tu fais partie du groupe Twitch Moderator Club. Waouh, je savais pas qu'il y avait un groupe privé pour les modérateurs, bah GG à toi. Oh, il y a un truc, faut que je revienne un peu en arrière, qui était expliqué sur les petits panneaux d'information, alors qu'on voit pas ici. Alors là, on a des bouts de côte. Mais faut savoir que chez les plésiosaures, et potentiellement chez d'autres reptiles marins, on va observer des structures ressemblant à des côtes, mais au niveau du ventre, pour protéger les organes du ventre. C'est comme si nous, on avait des côtes en plus sur l'abdomen. Et là, on observe les vertèbres. Donc là, on est sur un petit ichthyosaure, hein, quand vous comparez par rapport à la taille. On est sur un spécimen pas très gros. Alors, vous voyez que là, il y a en fait, vous voyez deux angles de vertèbres. Vous les voyez en
en vue de profil. Alors, elles sont aussi disséminées, on dirait des petites pièces. Même je trouve que la forme et la taille, ça fait penser à des chips de banane un peu. Ou des sortes de petits jetons. Voilà, on a les vertèbres là qui sont éparpillées. Et là, une dent de mammouth. Voilà, la taille de la dent. Voilà, on est sur le Cénozoïque. Après, j'ai un petit peu plus passé moins de temps parce que je voyais l'heure, que le musée allait bientôt fermer et tout. Et sur l'autre partie du musée où j'ai pas pris de photos, il n'y a pas que la galerie de paléontologie, il y a aussi des animaux naturalisés. Voilà, vous avez une petite collection d'oiseaux, de mammifères. Il y a ça aussi, mais j'ai passé un petit peu plus vite là, parce que je suis resté très longtemps dans la galerie de paléontologie. Il y a Delphi qui veut faire partie du modérateur club. Voilà, les petites photos sur le genre Homo. Parce que Yaéron, il y a quelques temps, qu'on était. Bah justement, c'était lundi. Non, c'était pas lundi, c'était la semaine dernière, je crois, qu'on était sur les hadrosaures. Avec la description de la boîte crânienne d'un hadrosaure. Et où il y avait Héron qui demandait genre le genre homo, enfin il y a beaucoup moins. Et bah sur Wikipédia j'étais tombé genre sur les hominés mais actuels. Donc on n'avait pas ceux qui étaient morts. Donc voilà un petit peu l'ensemble de la variété qu'il y a pu avoir. Alors il n'y a pas que le genre homo. Attention, on est sur des hominés proches de nous. Mais là tout ce qui est en orange c'est pas homo. Le genre homo bah ça reste quand même assez petit finalement. C'est tout ce qui est en bleu foncé là. Et lui on voit pas, c'est le crâne d'Homo sapiens, mais vous le connaissez, ça c'est notre crâne. C'est vrai que c'est pas si vaste comme genre. Genre on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y est ou pas? Non, il y est pas. 10. Après, faut penser que c'est possible qu'il y en ait qu'on n'ait pas encore découvert. Mais après, on peut se dire c'est le cas un petit peu de tous les fossiles globalement. Après, 11 c'est quand même pas mal en vrai. Bah, sur Dimétrodon là dont on a parlé précédemment, on était à 13. 13 espèces dans le genre. Si c'est intéressant pour les modos, pourquoi pas. Pas comme si t'avais beaucoup d'épées vertes. Je pense que t'en as beaucoup aussi. Vu que tu proposes tes services un peu partout. Voilà. On va faire un petit zoom un petit peu sur les crânes. Paranthropus, par contre, il a une tête énorme. Même la mâchoire et tout, on en parle de la taille. On va faire un petit zoom un peu. Homo florensis, c'est un des plus petits du genre Homo. On a, voilà, Homo georgicus. Homo erectus, celui-là est assez connu aussi. Je sais pas exactement quel phénomène de minéralisation il s'est passé sur ce fossile. Mais visiblement, on a deux cristaux différents là-dedans. Enfin, deux minéraux différents avec la teinte. Donc je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est vrai que ça donne un look assez intéressant. Lui aussi, il a ça sous l'œil. L'Homo ergaster. Ah non, c'est Homo habilis là. Homo ergaster, il est là. Homo habilis aussi est pas très grand. En vrai, je crois qu'il est un peu kiff-kiff au niveau de la taille avec Homo floriensis. À croire que les gens apprécient mes services et sévices. On a Homo ergaster, qui a une tête quand même assez grosse. Homo rudolfensis. Homo antecessor. Homo eldenbergensis. Il a le crâne un peu déformé aussi. Peut-être avec la fossilisation. Et là on a notre tête. Et on n'a pas une tête forcément si grosse que ça. Par rapport à d'autres. Il y en avait qui étaient quand même plus gros que nous. Enfin plus grands. Genre en vrai les... Je crois que c'est un peu kiff-kiff avec les Néandertals. Alors d'ailleurs après une espèce c'est pas un truc genre... Enfin ça reste des limites qui peuvent des fois être un petit peu floues. C'est pas si délimité que ça parce que je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Mais on a tous un petit peu d'ADN de Néandertal en nous.
parce qu'il y a eu des croisements avec Homo sapiens et Néandertal. Donc voilà, on a une petite part d'ADN de Néandertal, chacun en nous. Et bah du coup, voilà, c'était pour le débrief du musée des sciences naturelles de Angers. Parce que après voilà, il n'y a plus de photos. Moi je vais faire une pause, ça fait depuis tout à l'heure que je vais aller aux toilettes. Mais que je suis en mode, je vais pas faire la pause tout de suite parce que comme ça va être plus facile pour monter la rediff. Je pense que je vais pas redessiner sur Archaeopteryx parce que bon, j'ai déjà pas mal expliqué, puis j'ai fait un dessin. Je me le garde pour peut-être plus tard. Il est 10h30, je vais aller un petit peu attaquer un renfort Incus. Voilà, on va faire le Paléoart enfin. Toi t'en as beaucoup du Néandertalien encore. Possible qu'on n'aille pas tous exactement à la même proportion.